c'est pas forcément la fin de l'histoire, mais tout se passe comme si on allait aller vers un virus saisonnier. C'est-à-dire qu'on risque tous les ans ou tous les 2 ans d'avoir un vaccin qui va vous protéger contre le virus saisonnier. Il peut devenir un rhume assez bénin chaque année. C'est le cas d'Omicron. Actuellement, Omicron donne beaucoup de rhinite et des bronchites aussi. Donc, vous diriez que c'est un gros rhume, vous, Omicron? Ça peut devenir un gros rhume, oui. Et c'est le cas, je veux dire, par rapport au Delta? C'est ce qu'on nous dit actuellement. On nous dit que les formes cliniques d'Omicron sont relativement bénignes, dans le sens que il suffit de regarder les courbes en Grande-Bretagne. On a un taux de contamination qui va au plafond, à 150 000, 120 000, 150 000 par jour, et il ne se passe rien à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a une stabilité. Alors en France, on a une augmentation quand même à 3 600 lits de réanimation, et on a 20 000 personnes hospitalisées. On a connu bien pire lors de vagues précédentes. Mais dû à Delta pour les réanimations. Alors c'est dû majoritairement à Delta. En Ile-de-France, on pense qu'il y a 50% de Omicron. Mais on en voit pas. Dans les réa aussi? Alors, dans les réa, c'est mal documenté parce qu'on n'a pas encore Et pour le moment, on n'a pas de documentation d'Omicron en réa, à ma connaissance, en France. Donc, il semble quand même nettement moins virulent que le précédent. Et il va conférer une immunité. Donc, on peut peut-être atteindre une immunité collective contre Omicron et contre Delta. Alors l'immunité collective, c'est vrai que ça représente un espoir, un outil en tout cas pour freiner l'épidémie. Autre outil pour freiner cette pandémie, c'est aussi le dépistage. Les autotests, vous le savez, vont être administrés en masse auprès des enfants notamment. Bonjour Sylvia Micone, ça veut dire que tout le monde se transforme en infirmier à la maison? Oui, parce que c'est ce qui est préconisé effectivement par le protocole, le nouveau protocole qui a été dévoilé ce dimanche après-midi. Et si on prend le cas des enfants de moins de 12 ans, bien après le premier test PCR et antigénique au jour 0, eh bien les parents entrent en piste. Ils doivent effectuer un autotest à J+2, J+4. C'est donc 2 autotests à faire. Et pour certains parents, eh bien c'est l'angoisse. Angoisse de bien faire, angoisse de ne pas faire mal et surtout angoisse face à l'enfant. Des enfants qui sont parfois déjà récalcitrants face aux professionnels. Comment les convaincre? C'est toute la question. Bref, les parents ont le sentiment que beaucoup de choses reposent sur leurs épaules en cette rentrée. Et tout d'abord, sur la réalisation du test. Il faut effectivement avoir le tour de main, bien placer les couvillons pour toucher la paroi nasale assez longtemps, en général au moins 5 secondes. Tout est histoire de pratique et les personnes que vous rencontrez sous les Barnum sont souvent des étudiants, mais pas en santé, des étudiants qui ont eux aussi eu une formation pour réaliser ces tests. J'ai eu un étudiant en gestion, moi, une fois. Ouais, moi, ça en fait bizarre. aussi. Ça fait bizarre. Voilà, il y a un peu de tout. J'étais vraiment surpris, je peux dire. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon. Ils sont formés, comme les parents vont devoir le faire. Enfin, eux, ils vont se former en lisant tout simplement le mode d'emploi. En tout cas, si on veut bien faire, c'est aussi parce qu'on veut que le test soit fiable. Or, on sait que les autotests ne sont fiables que dans la répétition. C'est pour ça que le gouvernement a encouragé les personnes à se faire tester plusieurs fois dans la semaine pendant les fêtes. Selon certains professionnels, leur fiabilité est estimée à 50-60%. Selon la Haute Autorité de Santé, qui a publié un document en juillet, sur 10 personnes positives et autotestées, eh bien, 2 résultats sont des faux négatifs. Tout dépend aussi de la marque de votre autotest. Selon certaines études, eh bien, plus d'un autotest sur 5 ne serait pas efficace. En cas de symptômes, en tout cas, il est préférable de passer directement par la case antigénique ou PCR en labo. Il y a un autre petit problème aussi accessoire, Sylvia, éventuellement, c'est que des tests, encore faut-il en trouver. Oui, surtout en pharmacie, il n'est pas rare qu'il faille en faire plusieurs pour trouver des autotests, ce qui complique encore plus la tâche des parents, d'autant plus qu'on leur a indiqué qu'ils seraient distribués gratuitement suite au premier test antigénique ou PCR. C'est le protocole. Là aussi, autre possibilité, évidemment, les grandes surfaces, on sait qu'elles sont autorisées à en vendre jusqu'au 31 janvier. Vous les recommandez, professeur, ou pas? Oui, les autotests sont intéressants. Alors, quand c'est symptomatique, ils sont beaucoup plus fiables en termes de sensibilité. Oui, quand ils sont positifs, ils sont vraiment positifs. Mais quand c'est des porteurs sains, effectivement, c'est pas très sensible et il vaut mieux aller assez vite vers le test antigénique. Oui, parce que 20% de tests négatifs qui sont potentiellement faux, ça fait quand même sur beaucoup. 10 personnes positives autotestées. Ça fait beaucoup, professeur Et Berge. en plus, probablement, c'est chez des symptomatiques, ça. Donc, Ça, la Haute Autorité de Santé ne le précisait pas, mais en tout cas, c'était des personnes positives. En cas de doute, il vaut mieux confirmer avec un PCR. C'est ce alors, que un test antigénique ou un PCR. Le PCR, c'est le gold standard, c'est très sensible, et le test antigénique est aussi assez fiable quand il y a des symptômes, et il peut être pris au dépourvu aussi avec des faux négatifs, mais moins qu'avec les autotests. Merci Sylvia Micone.